Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, de l'émission Synthèse, nous nous retrouvons après ces quelques mois d'interruption, ces quelques mois de vacances qui ont été, j'espère, pour vous d'abord, des moments agréables, et pour vous aussi, Philippe, c'était un moment agréable. Survécu au Covid, survécu au mauvais temps, survécu à tout. Philippe Randa a survécu à tout, donc tout va bien. Nous avons une formule un petit peu modifiée de l'émission en cette rentrée. Pendant quelques émissions, hélas, le professeur ne pourra pas être des nôtres, et je sais que vous êtes beaucoup nombreux à en être navrés, nous aussi d'ailleurs, mais le professeur, comme son nom l'indique, est professeur, ça veut dire donc qu'il a des classes, qu'il a des élèves, et il a aussi un emploi du temps, et son emploi du temps, momentanément, l'empêche d'être des nôtres pour l'enregistrement de l'émission, mais rassurez-vous, il va très bien, j'ai dîné avec lui l'autre soir, tout va bien, et il sera bientôt de retour, donc on aura la chance de l'avoir bientôt. En attendant, nous allons animer cette nouvelle émission Synthèse, et on a aujourd'hui le plaisir et la chance d'avoir un invité que nous connaissons bien, qui est déjà venu à plusieurs reprises participer à cette émission, qui n'est autre que Francis Bergeron. Bonjour Francis. Bonjour Roland. Alors Francis Bergeron, vous le savez, est directeur du quotidien Présent, s'occupe d'un écrivain qui a écrit un certain nombre de livres. Et justement, s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il vient d'écrire un livre qui soulève un problème scandaleux. Et ce livre est vraiment un livre à diffuser au maximum autour de nous. Autour de nous, pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, c'est une leçon de militantisme, c'est une leçon qui peut arriver à n'importe quel militant, et c'est aussi un pied de nez, enfin moi je le considère comme tel en tout cas, je ne sais pas si c'était dans cet esprit-là qu'il l'a fait, mais un pied de nez à cette justice qui a la prétention de faire la pluie et le beau temps, de voir des complots partout, et quand je dis ça, chacun sait que nous ne sommes pas complotistes, nous sommes seulement comploteurs, et donc qui a un peu cette habitude de juger. Attention Roland, moi qui ai lu et édité le livre, rien que votre phrase de dire nous ne sommes pas complotistes mais comploteurs, c'est un argument pour certains juges pour dire la preuve, ce sont des terroristes. Je vais tout vous dire. Il faut faire très attention. Cette phrase. Alors bon, là il y a une sorte de. J'ai employé une expression qui n'est pas une expression qui plaira à beaucoup de nos téléspectateurs, mais c'est une private joke. Voilà, c'est le professeur. Nous regrettons de ne pas avoir avec nous aujourd'hui, qui a toujours le bon mot. L'autre jour m'a dit nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des comploteurs. Voilà. Et j'ai trouvé la phrase tellement bonne que je lui ai promis de la dire dans les 5 premières minutes de l'émission. S'il n'est pas là aujourd'hui, c'est peut-être qu'il est en prison du coup. Voilà. Non, il est à l'école. Francis Bergeron pourra confirmer que c'est une phrase grave pour certains juges, ou qui aurait pu être très grave pour certains juges. Oui. Il leur en fallait moins que ça pour envoyer, pour embastiller les gens et pour crier. Pire que la prison, il est à l'école. Alors. Francis vient donc, je le disais, de publier ce livre sur la fameuse affaire des néo-nazis de Châteauroux. Des prétendus néo-nazis. Oui, l'histoire secrète des prétendus néo-nazis de Châteauroux. Un livre qui vient d'être édité par les éditions du Alpha, une excellente maison de l'ouest de la France, et qui précise un scandale judiciaire et médiatique. Et vraiment, en lisant ce livre, tout de suite avec Philippe, on a conclu qu'il fallait qu'il vienne à cette première émission de rentrée en parler, parce que c'est vraiment un événement scandaleux. C'est tellement invraisemblable qui est pas tellement... Enfin, il n'y a pas de mots, de toute façon, pour qualifier la bêtise de certains journalistes, de certains juges. C'est pas de la bêtise. De certains juges, on va même... Oui, c'est pas de la bêtise. C'est pire que ça. Et dans cette histoire, la mauvaise foi de ces gens-là. Militantisme d'extrême gauche. Oui, si vous pouvez me permettre, je vais dire en 2 mots... Philippe Randa. 2 mots l'affaire, et après, elle sera développée. Puisque vous êtes l'éditeur. Il faut savoir que début des années 2000, dans le Berry, il y a brusquement les forces de police font des rafles, des perquisitions, arrêtent des gens, et les journalistes de la Nouvelle République et du Berry républicain, c'est ça, font des grands titres, photos à l'appui, sur une organisation terroriste terrible, avec trafic d'armes entre la France et la Croatie, préparation d'attentats, explosifs, 75 fusils mitrailleurs,
apocalyptique. Et heureusement, les forces de l'ordre ont mis fin à ce qui allait devenir, mais alors pire que le Bataclan. Le Bataclan, c'est rien à côté de ce qu'auraient fait ces prétendus néo-nazis. Et alors ? Une personne se retrouve quand même en prison pendant 4 mois. Je fais vite, vous développerez ensuite. La vingtaine de personnes, ils sont inculpés, mis en examen pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, résultat des courses, tout le monde est disculpé de tous les chefs d'accusation. Une condamnation. Le papa de celui qui a été en prison a été condamné à 200 € d'amende pour un fusil de chasse 300, non déclaré. 200. 200 €. Oui, 200, il me 200, souvenir, 200, oui. 200 € pour un fusil de chasse non déclaré. Dans une région de chasseurs où tout le monde a 36 La pétoire fusils du grand-père qui était restée dans la 36 cave. fusils. Voilà. Ça a duré 20 ans. Ça a coûté des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Oh, bah oui, centaines de milliers Voilà. d'euros, oui. Pour finalement avoir un gain d'une condamnation pour 200 €. 5500 pages de procédure. Et cette vingtaine de gens mis en examen ont été interdits de séjour dans leur région, donc ils ont perdu leur emploi, le contact avec leur famille, enfin le contact, le fait de pouvoir se voir avec leur famille, leur nom, leur patronyme en entier jeté en pâture dans la presse. Quand on sait ce que représente une réputation dans une ville de province, une petite ville de province, bon, Châteauroux est quand même une petite ville de province, voilà, Oui. c'est clair. Quand la moindre tâche sur son nom, la moindre rumeur, les conséquences que ça peut avoir, tout ça pour rien, pour au bout de 20 ans de procédure, aboutir à un néant absolu de culpabilité, et pour cause, il n'y avait rien. Maintenant, Francis Bergeron va nous expliquer nous raconter un peu davantage dans les détails comment ce fiasco judiciaire qu'il n'hésite pas à comparer à Outreau, c'est un Outreau politique, Oui, oui. où à Outreau, il y avait au moins 2 couples de pédophiles qui prostituaient leurs propres enfants. Ça, Au milieu de c'est plein d'innocents, avéré. oui. Au milieu de plein d'innocents, il y avait au moins ces 4 coupables-là. Ah, les néo-nazis de Châteauroux, alors d'abord, ils n'ont rien à voir avec le nazisme, rien à voir avec le néo-nazisme, bien évidemment. Et en plus, il n'y a rien, ni du trafic d'armes, photos à l'appui publiées dans la Nouvelle République, où on voit des crosses de fusils, des photos arrangées, Mise en scène, mais qui ne veut rien dire. Tout ça, 20 ans de procédure, tout le monde mis hors de cause, 200 € d'amende pour un fusil de chasse non déclaré. Oui. Francis, je vous laisse la parole maintenant pour... Alors, résumer cette histoire. Ce n'est pas l'affaire du siècle, soyons clairs, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais elle est extraordinairement emblématique d'une recherche militante de la part de la Nouvelle République, donc du quotidien local monopolistique La Nouvelle République, de centre-gauche ou de gauche, enfin disons socialisant, pour être clair, et avec la complicité active d'un juge d'instruction et d'un procureur de la République. L'affaire commence en 2000. En 2000, des très jeunes gens, donc ils ont entre 16 et 18 ans, grosso modo, 16-20 ans, sont surpris en train de coller des autocollants contre l'immigration, contre les pédophiles. Des autocollants un peu virulents, quand même. Des autocollants virulents. Des autocollants engagés. Comme on en colle quand on a entre 16 et 20 ans. Et même plus tard, parfois. Et même plus tard, oui. Et à partir de là, la justice se saisit de cette affaire et considère qu'il y a là des provocations à la haine. Et il y a une première tentative ou une première amorce de persécution à l'égard de ce groupe qui est assez important. Il y a, en gros, ce sont des garçons qui sont soit lycéens, soit jeunes travailleurs. En gros, entre 16 ans et 30 ans, pour faire large. Oui, les plus âgés ont à l'époque, en 2000, ils ont 26 ans à peu près, 27 ans. Et puis, les plus jeunes ont 16 ans, grosso modo. Et donc, au total, ça représente un groupe peut-être d'une cinquantaine de jeunes gens. Alors moi, je les ai rencontrés, je les ai connus à l'époque. Je les ai connus tout simplement parce qu'ils m'avaient demandé de venir parler des droites sous la Troisième République. Et j'avais rencontré ces jeunes gens. Et je trouvais ça formidable que dans un petit département comme l'Indre, on puisse trouver un groupe aussi actif, aussi militant, engagé, alors avec tous les excès du genre, avec les risques d'activisme au lieu de militantisme, mais
je trouvais ça Entre pas mal. coller des autocollants et préparer des attentats terroristes, Alors voilà, il faut bien un début à tout. et c'est là où l'affaire va prendre 3 ans plus tard, donc en 2004, en mars 2004, je crois, elle va prendre une tournure absolument abracadabrantesque, c'est-à-dire que le juge d'instruction, le juge Léger, qui est aujourd'hui, je dirais, oui, est à Papeete, il est adjoint du tribunal d'instance de Papeete, donc une très belle promotion, et le procureur de la République, qui est à la retraite aujourd'hui, lance une opération. Alors, une opération. Vous êtes ironique en disant que c'était une belle promotion, quand même. Oui. Lance une opération, mais une opération militaire à l'égard de ce petit groupe qui pensait que tout ça c'était fini, oublié. Parce qu'il n'y a rien eu de plus entre les autocollants entre du 2001 début et 2004, du siècle. Voilà. Et en 3 ans, rien d'autre que les autocollants. Un jour de mars, des compagnies de CRS, un hélicoptère, des chiens policiers, enfin des chiens policiers avec des maîtres chiens, investissent Châteauroux, investissent la Brenne, qui est une région de marécage qui est à côté de Châteauroux, à l'ouest de... Vers le Blanc. Oui, c'est ça, vers le Blanc, à l'ouest de Châteauroux, instaurent des barrages dans Châteauroux pour isoler un magasin d'optique qui appartenait au père de Paul Thor, qui est Paul le Thor, principal mis en examen. Voilà. Et également installe des barrages aussi dans cette Brenne, qui est un désert, à 300 km à 250 km de Paris. Et qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche les preuves d'un trafic d'armes, effectivement, comme vous l'avez dit, Philippe, un trafic d'armes entre la France et la Croatie, qui porterait notamment sur 75 fusils mitrailleurs, si j'ai bien compris, car je l'ai entendu moi-même sur France Info toutes les demi-heures, il nous expliquait un trafic d'armes démantelé à Châteauroux, 75 fusils mitrailleurs, etc. C'est la cagoule, c'est une nouvelle cagoule qui s'est installée là. Il cherche aussi les preuves d'un entraînement militaire dans la Brenne, donc avec des armes à feu, avec des objectifs militaires en vue de je ne sais quel assaut, on ne sait quel assaut. Alors pour je dirais, s'emparer de l'Élysée ou pour quelque chose comme ça. Ils n'ont jamais trouvé les chars, les Panzers oubliés par les Allemands en 40, ils n'ont pas trouvé. Voilà, ils sont peut-être au fond d'un étang dans la Brenne. Mais donc l'affaire, le rebondissement de l'affaire, c'est 2004 avec cette invraisemblance, cette invention née de l'esprit de ces individus, parce que il n'y avait rien, évidemment, mais il a fallu 20 ans de bataille, sans jamais un mot d'excuse, pour que tous ces innocents soient finalement mis hors de cause, aient à nouveau le droit de se rendre dans l'Indre, que toutes les contraintes soient levées, et puis que justice leur soit rendue. Puisque aujourd'hui, le justice leur est rendu. Mais cette justice, elle a été rendue très tardivement, puisque c'est en lisant La Nouvelle République en mars, je crois, justement, en mars 2021, que je découvre que cette affaire, que moi je croyais terminée depuis 15 ans, ou 18 ans, ou 20 ans, avait enfin trouvé sa conclusion et la mise hors de cause de tous ces gens. La chose la plus honteuse, me semble-t-il, ce sont les photos publiées pendant lorsque le juge venait faire ses déclarations, le procureur et tout, c'est l'assemblage, le montage qui a été fait avec des livres, mais des livres que l'on trouve dans la plupart des bibliothèques des gens modérément de gauche, certes, des livres de Maurras, de Bainville, de Jean Mabire ou autres, avec même des revues Historama, je crois. Sont un numéro de Paris Match avec le portrait du maréchal Pétain, un vieux numéro de Paris Match. Où on voit des crosses, les 75 fusils mitrailleurs, on voit effectivement sur la photo des crosses de fusils. Et c'est des crosses de fusils, si j'ai bien compris, de chasse ou de vieilles pétoires. Ou de paintball. C'est-à-dire évidemment, sur la photo, quand on ne connaît pas ce que c'est qu'un fusil mitrailleur, moi j'en ai jamais vu, je vois pas à quoi ça ressemble d'ailleurs. On peut s'imaginer que le journaliste devrait déontologiquement, il ne peut pas publier une photo comme ça. Déontologiquement, le juge ne peut pas faire une reconstitution comme ça. Il y a eu une mise en scène absolument incroyable. Ils ont fait une exposition pour la presse
alors la presse régionale, la presse nationale, mais même la presse internationale. Car tout ça, ça a été repris dans le monde entier. Il y a eu des télés, des radios qui ont raconté l'histoire des néo-nazis de Châteauroux. Tout était absolument inventé. Et dans cette exposition, il y avait, sur le fond, il y avait un drapeau berrichon qui nous était présenté comme un drapeau royaliste. À cause des fleurs de lys. Le royalisme étant, évidemment... On l'a vu récemment, d'ailleurs, dans une manifestation de Gilets jaunes il y a quelques années, où on accusait des royalistes, alors que c'était le drapeau bourguignon qui était voilà, exactement. Une délégation de à partir du Gilets moment jaunes où il y a une bourguignons. fleur de lys effectivement, dans l'écusson de la ville ou de la région, c'est forcément un document royaliste, c'est-à-dire un document néo-nazi. Lille est une ville royaliste, puisque la fleur de lys est l'emblème de la ville de Lille. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Voilà. Je vais quand même dire, essayer de chercher les circonstances atténuantes, non pas à la presse, parce que je crois que ça serait difficile d'en trouver, mais à la justice, à la police. Bon, ils s'imaginent, vous avez expliqué pourquoi on leur a donné aussi un peu de grain à moudre sur ce prétendu complot de terroristes néo-nazis. Mais le trafic d'armes avec la Croatie s'expliquerait, si j'ai bien compris, par le fait que la Croatie sortait d'une guerre civile avec la Serbie, qu'il y avait donc beaucoup de misère, beaucoup de besoins d'aide alimentaire ou à tout point de vue, et que des associations catholiques, certaines en tout cas, notamment où certains militants catholiques du Berry ont été apportés de l'aide alimentaire, des vêtements, des vivres, là je sais très exactement, je ne sais pas. Donc il y avait des relations effectivement entre ces gens-là et la Croatie. Oui. Et de là est né, pas d'un fantasme, mais d'une dénonciation, l'évidence d'un trafic d'armes avec la Croatie. Bien sûr, si des jeunes gens très à droite vont en Croatie après la guerre, ce n'est pas pour apporter des vivres ou des vêtements, c'est forcément pour faire du trafic d'armes. Évidemment, ça paraît évident. Oui, la drogue, ça aurait été moins crédible. Voilà, la drogue, c'était peut-être plus compliqué. Donc, on invente une histoire à partir de là et on établit des surveillances, notamment des surveillances téléphoniques. Enfin, il faut imaginer, c'est absolument incroyable de lire les 5500 pages du dossier des écoutes téléphoniques et tout ça, parce que tout est décortiqué, tout est analysé avec le prisme d'une imagination débordante de ces hommes et de cette presse. C'est absolument incroyable. Dans les perquisitions, on a tous les relevés des perquisitions qui se sont déroulées à l'époque. Mais on voit que, par exemple, chaque objet saisi est mis, par exemple, chaque publication saisie est mis dans un film plastique, enfin dans une chemise en plastique. Et par exemple, il y a un numéro de présent. Il y a un numéro de présent. C'est très dangereux de dire présent. Oui, alors il y a ce numéro de Paris Match. Il y a une collection de la revue Red qu'on trouve dans tous les kiosques à l'époque. Attendez, ne parlez pas trop de Red. J'ai collaboré à la revue Red pour un article, certes, mais j'aimerais pas que mon nom soit mêlé aux néo-nazis de Châteauroux. Donc on voit que... Il y a même Historia. Moi, j'ai jamais collaboré à Historia. Mais Historia, qui n'a pas lu Historia, la revue Historia Pour peu que sur la couverture d'Historia, il y ait le portrait de Mussolini ou le portrait de je ne sais qui, ou de Pétain, et bien forcément, c'est une revue néo-nazie, et c'est forcément un document interdit en France, selon les critères de ceux qui ont organisé ces perquisitions. Donc on a ce contexte absolument incroyable, mais il y a également le mythe d'entraînement militaire, et ce sont les fameuses parties de paintball qui se faisaient dans la Brenne. Et alors moi, je dois confesser que j'avais mes fils qui avaient 10 et 12 ans, mes fils aînés qui avaient 10 et 12 ans, et qui ont que j'ai envoyé faire des parties de paintball dans la Brenne. Et ils adoraient ça. Mais moi, je ne savais pas que je les envoyais faire un entraînement militaire néo-nazi pour s'emparer de l'Élysée. Dans n'importe quelle sous-préfecture de France, il y a un club de paintball. Il y a d'extraordinaire à ça. Oui, mais si un juge d'instruction s'imagine
que ces jeux de paintball ont pour but de former, d'aguerrir des nazis en France. Alors. Parce que là, toute personne qui fait son footing peut être accusée de faire de l'entraînement militaire. Parce que bien sûr. Tout militaire, tout terroriste, je pense, a besoin d'un minimum d'entraînement physique. Donc, oui. Attention, les gens qui font du footing. Et alors, l'affaire donc est partie sur ce soi-disant trafic d'armes qui n'existait pas, sur ce soi-disant d'entraînement militaire qui n'existait pas, mais il s'est corsé après, parce que quand les perquisitions n'ont rien donné, par exemple, ils trouvent un culot d'obus de la guerre de 14, vous savez, qui servait pour mettre les fleurs. Alors, la presse locale explique, mais vous voyez, là, on se dit, mais ces journalistes sont des fous, explique qu'on peut très facilement, à partir d'un culot d'obus, reconstituer un obus qui pourra avoir un usage militaire. Oui, mais il faut un canon pour ça. Mais il faut un canon, exactement, un canon de 75. Tout le monde n'a pas un canon de 75 en état de marche. Et puis, pourquoi faire simple quand on peut faire difficile? Parce que, à la limite, je chercherais des armes pour faire des attentats, j'irais traîner dans certaines banlieues, ce serait plus facile d'acheter pas bien cher des fusils, des explosifs, que d'aller m'embêter à refaire un... Oui, mais vous croyez que les journalistes de la Nouvelle République sont allés enquêter sur ce terrain-là? Parce que tu penses que les journalistes de la Nouvelle République pensent? Ça se saurait. Ouais. Donc, donc les perquisitions ne donnent rien. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de gens dans la région qui s'étonnent, qui s'indignent en disant mais c'est bidon tout ça, ce que les photos que vous nous avez montrées, tout ça, mais ça peut pas faire des armes, on peut pas. Et c'est là où le journaliste de la Nouvelle République, se dit mais c'est très facile de retransformer des armes démilitarisées, de les reconstituer, de bourrer d'explosifs des culasses, des douilles et des machins pour faire très facile, c'est une chose, mais est-ce même possible? Et puis, je ne sais pas, moi je suis pas spécialiste des armes. Je le dis bien que je suis pas spécialiste des armes. Donc non plus, mais si on voulait se faire exploser la figure, alors ça, il y a sûrement pas meilleure solution que de le faire soi-même. C'est suicidaire. C'est quasiment suicidaire. Donc l'entraînement militaire, même chose. Ils saisissent des armes de paintball, des armes de chasse classiques, des trucs comme ça. Donc, rien à se mettre sous la dent. Après peut-être 80 perquisitions. Enfin, un truc de fou. Et moi-même, quand j'ai entendu, parce qu'à l'époque, je connaissais un petit peu ces gens, quand j'ai entendu qu'il y avait des perquisitions partout, et quand j'ai entendu les types qui me disent, mais ils sont venus chez moi, ils ont embarqué tous mes Maurras et tous mes Bainville. Moi, je me suis dit, mais moi, des Bainville et des Maurras, ce jeune gars, ce jeune gars de 20 ans, il en a 3 mètres de rayonnage. Ouais. Mais moi, j'ai 3000 bouquins de ce genre-là. Bainville, Roland et moi, on le réédite. Oui. Maurras aussi, je ne parle pas des livres qu'on peut avoir à titre personnel. C'est beaucoup plus grave quand même, on les édite. À Bainville, on en parle tous les soirs à la télé depuis 2 ans. Merci, Zemmour. Mais les livres de Mabir, les gendarmes qui prennent des photos des livres de Mabir. À l'époque, les livres de Mabir étaient en vente au mémorial de Caen. Au mémorial du débarquement. Ils étaient dans n'importe quel poste, dans n'importe quel marchand de journaux. J'ai tous les marchands de journaux. Ils allaient de Châteauroux. Dans tous les supermarchés, il y avait des rayons entiers des livres de Jean Mabir. Alors, et qu'il n'y avait pas que ce qu'on appelait les fameux casques à boulons, que les divisions de l'armée allemande ou des volontaires sur le front de l'Est. Il y avait aussi les autres livres qu'il a fait sur les chasseurs alpins français, les parachutistes anglais. Ceux-là, je pense que dans les perquisitions, on n'a pas dû les mais non, prendre. Ils faisaient le tri. C'est des Anglais, ils prenaient que les Allemands. Ils faisaient le tri, exactement. Ils prenaient que les photos de livres qui correspondaient à la Légion des volontaires français, des choses comme ça, mais pas ceux consacrés aux parachutistes anglais, etc. Donc c'est vraiment... C'est un truc. Et moi, je me suis dit, mais c'est affreux ce qui se passe. Moi, qu'est-ce que je vais faire de ma bibliothèque? Qu'est-ce que je vais faire de mes collections, des collections de soldats de plomb? Vous écrivez dans le livre, effectivement, votre témoignage personnel. Vous avez dû commencer à dire, il faut que je les enlève. Il faut que je les planque. Il faut que je planque mes Maurras et mes Daudet, mes Béraud, parce que ça va mal se terminer. Donc, et puis, je me suis dit... Ils vont m'embarquer ça. Alors, bien sûr, à la fin, je serai innocenté, parce que c'est pas en lisant Léon Daudet ou Jacques Bainville qu'on devient terroriste. Mais je me suis dit, ils vont me les embarquer, ils vont les foutre dans la cave du palais de justice de Châteauroux, ils vont être bouffés par les rats, ils vont être dans l'humidité, alors que j'avais des dédicaces de Maurras, j'avais des grands papiers, des machins comme ça. Je vais retrouver un amas. Si jamais ils acceptent de me les rendre, je vais retrouver un amas de pourriture. Alors en plus, c'est du terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des livres? Dites donc, on les jette à la figure des gens pour faire du terrorisme. Pour les blesser. Alors en plus, ces opérations avaient entraîné des centaines de flics, un hélicoptère ou 2, je crois. Un hélicoptère.
hélicoptère, un oui, hélicoptère, alors un hélicoptère, en tout cas à Châteauroux, enfin dans la Brenne, mais aussi une autre personne qui avait déménagé, qui habitait du côté de Brive, qui a aussi vu arriver des cars de CRS, hélicoptères, chiens policiers, etc. Hallucinant pour trouver en finale et tout ça avant la pétard Macronie, c'est-à-dire le pognon de dingue, quoi, parce que tout ça a coûté un pognon de dingue. Des centaines de milliers d'euros. Quand on dit que la justice n'a pas d'argent, elle en trouve et quand comment même pour peut-on laisser choses. des gens comme ce juge, même s'il a papété, pour certains le plus grand malheur des Tahitiens, comment peut-on laisser ces gens continuer leur métier après de tels... dans l'administration... Pour Il serait peut-être temps de faire un parallèle avec le procès ou des journalistes d'ailleurs. Où le juge Burgot n'a non seulement pas été sanctionné, mais il a été promu. Promu ou déplacé. Le juge Burgot, responsable d'un fiasco judiciaire, où maintenant c'est de notoriété publique. Enfin, responsable, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul, mais enfin, il était dans le coup. Oui, d'autres étaient responsables, parce qu'il y avait un ancien juge aussi. Qu'est-ce que sont devenus au jour d'aujourd'hui Paul Thor et ses amis Paul Thor m'a famille, dit que depuis cette affaire, donc depuis, alors il a 6 ou 8 enfants aujourd'hui, je crois 8. Parce qu'on le voit, il a l'air vraiment d'un honnête homme. Il repeuple la France, du bon boulot. Mais il m'a dit qu'il n'a jamais obtenu de sa vie un CDI. Un CDI, parce que, évidemment, quand on recrute quelqu'un, moi j'ai une carrière de DRH. On le googlise et puis voilà. On recrute quelqu'un, on va quand même voir, on regarde sur Internet, etc. Un petit peu comment il fonctionne, s'il n'a pas eu, enfin voilà, quel genre de type c'est. Là, il tombe sur quoi ? Il tombe sur les soupçons de néonazisme. Déjà, est-ce qu'on a envie d'avoir un néo-nazi ? Alors, on imagine le type qui vient en botté, casqué, les crânes rasés. Et surtout, on imagine les problèmes qu'on va avoir avec la CGT qui va tout de suite l'entreprise qui va c'est les pires. Qui va s'exciter contre. Il y a plus de nazis à la CGT que partout ailleurs. Il y a une photo avec lui, je ne sais pas si je peux la montrer. Vous êtes à côté de Paul Thor. Lui, il n'a pas le crâne rasé. Malheureusement, il n'a plus de cheveux. Il en avait peut-être à l'époque. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc, on a des conséquences de ces perquisitions. Et l'une des conséquences, c'est que Paul Thor se présente aux élections municipales, je crois, il y a 5 ans, et il est élu au conseil municipal. Quand même, malgré non, mais tout il y a ce 5 ans. Mais parce qu'il s'est présenté, personne n'a cherché à fouiller. Il était toujours mis en examen, en principe. Il était toujours en procédure. Il y a toujours cette procédure. Mais bon. Et tout récemment, aux dernières élections municipales, un journaliste, ou plutôt un fouille-merde de la Nouvelle République, dit il a comme candidat le dénommé Paul Thor, qui a été mis en cause et mis dans une affaire de néonazisme, de soupçon de néonazisme, etc. Point. Et puis, mais il a finalement il n'a pas été... il n'a pas été condamné. Oui. Il n'a pas été condamné. Mais enfin, alors, du coup, il n'a pas été réélu. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est pernicieux. Mais là, le journaliste, je me fais encore l'avocat du diable, effectivement, il ne dit que la vérité. Il a bien été compromis dans une histoire de néonazisme. Compromis, par erreur. Par erreur, peut-être, mais enfin, de fait, il l'a été. Bon. Et il n'a pas été condamné, ce qui est vrai. Factuellement, le journaliste ne ment pas, mais c'est la façon dont on présente on les exploite choses. le truc. Le vrai problème dans cette affaire, comme d'ailleurs dans d'autres affaires, Outreau, il y a eu des excuses qui ont été faites, mais le vrai problème, c'est que le retentissement médiatique de la fausse affaire est infiniment supérieur aux excuses éventuelles, à la mise hors de cause, à l'annulation des procédures. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses de la part du... Les seules excuses, c'est quand on est condamné, qu'on se paye comme Machin, là, qui s'appelle Machin, qui avait été condamné à tort, paraît-il. Oui, c'est Machin en plus. Et qui ensuite a reçu 600 000 euros de dommages et intérêts. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'excuses de l'État. Il n'y a pas d'excuses des juges. Il n'y a pas, comme vous le dites très justement, les juges qui ont mal fait leur boulot, apparemment, ou qui se sont fait prendre au jeu, qui n'ont pas mesuré l'aberration de leur analyse, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça... Non, mais qu'il y ait une enquête policière, moi, ça ne me choque pas. Ça peut arriver. Et ça peut arriver qu'on mette en prison quelqu'un qui, temporairement, en garde à vue, quelqu'un
qui en fait n'a pas de rapport avec l'affaire. Ça peut arriver. Je rappelle encore une chose que Il faut donner des vous parlez excuses. dans votre livre, et j'en reviens tout au début, c'est-à-dire les fameux autocollants contre les pédophiles. Il y a quand même eu un repenti, entre guillemets, double guillemets même, repenti des gens qui étaient dans ce groupe à l'époque, qui a témoigné sous X, donc on ne connaît pas son nom. Oui. Et qui a accusé, qui a fourni des accusations terribles, qui a motivé d'ailleurs le juge pour dire que ces gens-là étaient tous des terroristes. Donc c'est lui qui a inventé, qui a parlé du trafic d'armes avec la Croatie, qui a fourni tout ce que le juge espérait entendre. Voilà, et tout ce que le juge voulait entendre pour aussi négocier, lui, dans les faits qui lui étaient reprochés, parce qu'il se trouve qu'il était mis en examen pour pédophilie. Oui, un truc comme ça. Un problème sexuel. Où il y a eu un retournement. Je ne sais pas ce qui a provoqué, d'ailleurs, vous ne l'expliquez pas tellement. Quelques années plus tard, le retournement, le témoignage de ce repenti qui témoignait sous X, qui brusquement a fait un témoignage pour dire « Non, mais tout ce que j'ai dit était complètement faux. C'est le juge qui me disait que si j'apportais des informations dans ce sens-là, ma peine allait être atténuée. Mais tout ce que j'ai raconté est complètement bidon. » Et là, lorsque le juge a été entendu avec ce démenti, enfin cette nouvelle attitude de ce témoin sous X, visiblement, ça ne l'a pas inquiété. Et là, ce jour-là, ce repenti, ces informations n'avaient plus aucun intérêt. Il n'était pas crédible, alors que lorsqu'il accusait Paul Thor et ses amis de tous les maux de la terre, là, il était crédible. C'est exact. Non, mais c'est hallucinant de voir des choses comme ça. Et comment d'autres juges n'ont pas pu réagir déontologiquement? Je veux bien qu'on soit solidaire de ses collègues, de ses confrères. Ils ont réagi. Mais là, quand on parle de justice, c'est pas normal. En ce sens que le juge des libertés a d'abord refusé l'internement de certains des inculpés, parce qu'à entendre le juge Léger, le fameux juge Léger, il y a la moitié des personnes en cause se seraient retrouvées en prison pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, alors il y a eu seul Paul Thor a eu 4 mois de prison? Parce que dans le schéma d'enquête du juge Léger, il était considéré comme le chef de l'organisation terroriste et militaire qui s'était mise en place dans le Bas-Berry. Donc ça, c'est parce qu'il avait 2 ans de plus que les autres. Oui, c'est ça, grosso modo, c'est ça. Alors, il y a une troisième, donc on a dit, c'est l'histoire des 75 fusils mitrailleurs et du trafic d'armes. Rien, toutes les perquisitions. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont planqués, jetés dans les étangs, enfin bon, tout bidon. Et les photos, effectivement, dans la Nouvelle République... des montages, les photos sont reproduites dans le livre, c'est explicite. Moi, je vois des photos comme ça, je dis, oh là là, quel arsenal. Mais moi, je peux faire la même exposition chez moi, avec un drapeau du Berry, et puis quelques vieilles pétoires de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père sur une table, et avec une pile de raids ou de... Un casque allemand, comme il doit y en avoir dans un quart des caves après-guerre. Oui, absolument. Moi, j'ai dit que le casque de mon grand-père de la guerre de 14-18, c'est peut-être une preuve de prétendu terrorisme. Si je garde le casque de mon grand-père, oui. Absolument. Mais bref, quand on commence à... Il était français. Quand on commence à avoir ce type de travers, ça ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté. Parce que quand la piste du trafic d'armes a été épuisée et que ça n'a rien donné, les perquisitions n'ont rien donné, les interrogatoires, etc., ça ne marchait pas. Quand l'affaire de l'entraînement militaire de ces jeunes gens, dont on ne connaissait pas les objectifs, probablement l'Élysée ou probablement je ne sais pas quoi, ça ne marchait pas. Ils ont sorti une troisième affaire. C'était, alors je ne sais pas si nos auditeurs, nos téléspectateurs s'en souviennent, mais il y a eu une affaire de chantage à la SNCF sur la ligne Paris-Limoges, affaire AZF, exactement. Et le juge d'instruction est parti sur cette piste-là. Sur le témoignage du fameux repenti qui témoignait sous X. Et il trouve dans les perquisitions chez Thor et d'autres, il trouve des pétards du 14 juillet. Et ils en concluent
que ce sont en fait comment on appelle ça, des armes, ce qui permet les détonateurs. Oui, des des détonateurs, exactement. Ils en concluent que ça pourrait être les détonateurs et ils lancent une opération pour les comparer avec les détonateurs trouvés sur la voie de chemin de fer Paris-Limoges. Ouais. C'était des machins de pétards pour lancer des fusées du 14 juillet qu'on peut acheter dans toutes les drogueries et de farce et attrape. Bon. Comme par hasard, ces fameux détonateurs disparaissent dans le palais de justice. C'est-à-dire que quand on ne peut pas les comparer avec ceux de l'affaire de la voie de chemin de fer, parce qu'ils ont disparu dans le palais de justice. Alors c'est quoi ? C'est encore l'extrême droite et les néo-nazis qui sont allés de nuit dans le palais de justice pour aller voler les détonateurs ? Mais non, c'est simplement qu'ils se sont aperçus que c'était grotesque, qu'ils seraient la risée de leurs collègues, etc., et qu'ils ont fait disparaître ces détonateurs. Enfin, du moins, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Et donc, mais cette affaire de terrorisme, elle a empoisonné le dossier. C'est pour ça que le dossier a été si long. Parce que, en finale, on a trouvé les coupables de cette affaire du Paris. Ah oui, c'est à cause de AZF. C'était un chef d'entreprise de Lyon avec sa secrétaire commerciale qui, la boîte était en faillite et qui avait trouvé comme motif, comme moyen de renflouer les caisses de cette entreprise. Alors, ça n'avait rien de politique, personne ne les connaissait. C'est à cause de la ligne, je crois, d'une ligne de chemin de fer que ça avait un peu ruiné l'entreprise, non ? Je ne sais pas, une histoire comme ça. Peut-être, oui, enfin, il y avait une espèce de vengeance à l'égard une vague vengeance. Oui. Oui. Et donc, c'est en 2018 que la police résout cette affaire et emprisonne les vrais coupables de cette affaire, donc ce chef d'entreprise et sa secrétaire commerciale. Et c'est ça qui a permis en fait de dire maintenant on va régler tous les vieux dossiers. Quoi. Mais oui, parce que jusqu'à cette date-là, il y avait quand même les soupçons. Il y avait les soupçons. D'accord, ça non, mais ça, il y a bien quelqu'un qui les a posés, ces explosifs. Et ce qui compte, c'est pas ce que l'on dit, c'est ce que les gens entendent. Et dans les lecteurs de la Nouvelle République et de l'autre quotidien local, il en reste toujours quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu ? Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais même moi, pourtant je les connaissais tous. Je savais qu'ils étaient des cathos. C'était pas des nazis. Il peut toujours y en avoir deux dans le coup qui sont dans le groupe qui sont. Mais je me disais après tout, peut-être qu'il y a deux Poltors. Il y a le Poltor de jour et le Poltor de nuit. Le Poltor de jour qui va à la messe, qui organise des généralement des trucs de catéchisme. Les vrais terroristes, il n'y a pas marqué terroristes sur leur front. Ils ne s'en vendent pas auprès des uns et des autres. Et ils font les choses en douce, c'est vrai. Oui, mais là c'était non seulement faire les choses en douce, mais en plus être néo-nazi secrètement. Ce qui est encore autre chose. Mais pour des catholiques, c'est quand même pas tout à fait la même tasse de thé. Oui, alors il allait... il allait à la messe d'un côté et il allait chez le diable de l'autre côté. Tous les catholiques ne sont pas parfaits, mais c'est quand même gros. Et moi-même, je me suis dit, après tout, peut-être que... Oui, mais il y a toujours le doute qui peut exister. Vous savez, cette histoire, Francis... Et puis, c'est pas une affaire isolée, c'est juste pour... C'est pas une affaire isolée, justement, parce qu'en lisant votre livre... je l'ai lu avec d'autant plus d'intérêt et d'autant plus d'émotion que il se trouve que moi-même j'ai été impliqué dans une histoire similaire il y a 40 ans. Voilà, c'est une histoire qui s'est passée à Troyes, dans l'Aude, département pas très loin de Paris, où à l'époque j'étais l'un des responsables d'un parti politique, parti des Forces Nouvelles en l'occurrence, qui avait une section à Troyes. Et un jour, je suis invité avec mes amis de quelques-uns de mes amis de la direction du parti à faire une réunion publique dans cette ville qui avait d'abord été interdite et puis ensuite qui avait pu se tenir dans la salle d'un Novotel à l'entrée de Troyes. Une réunion, il y avait à l'époque une réunion publique du PFN, c'était 40 personnes. Et donc, je me retrouve à animer cette réunion. Tout se passe bien. Bon, la réunion se termine, bref. Et 6 mois se passent et un beau matin, c'était en août 83, boum, boum, boum à ma porte, ouvrez, police, donc à 6h du matin. Je vois 4 inspecteurs de police rentrer chez moi, commencer une perquisition, mais alors la perquisition complète. Ils ont été jusqu'à démonter les carreaux dans la salle de bain et tout ça. Et ils ont recollé après, j'espère. Non. C'est pas le genre. C'est un saccage. Je n'ai eu aucune indemnité. Comme ça, aucune indemnité. Tout ça sous prétexte que à Troyes, 2 jeunes gens avaient été arrêtés quelques jours avant, en s'étant livrés un dimanche soir du mois d'août à un certain nombre
nombre de faits tout à fait condamnables d'ailleurs, entre autres l'incendie de la permanence du Parti communiste local, un mini cambriolage dans une station-service où ils avaient dû piquer 50 francs, et c'est des francs à l'époque, et puis une baston avec un garde de nuit, avec le garde le veilleur d'une boîte de nuit locale. Bon, et tout ça, y avait-il eu des faits? Mais il y avait ce qui s'était mal terminé. Je crois que le veilleur avait été très grièvement blessé, si je me souviens plus. Il y avait un certain nombre de faits. Ces deux garçons sont arrêtés à la suite de ces faits et disent oui, on a fait ça. Ils avaient volé aussi la voiture du père de l'un d'entre eux. Enfin, ils avaient emprunté plus exactement. Enfin bon, il y avait la totale vraiment. Oui, on a fait ça parce que au mois de mars, on est allé à une réunion du PFN qui s'est tenue au mois de mars, la fameuse réunion dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, les orateurs ont dit qu'il fallait tuer les communistes, qu'il fallait brûler leur permanence, qu'il fallait voler les stations-service, qu'il fallait casser la gueule aux veilleurs. C'était dans le programme du PFN, les stations-service. Ah oui, ça. On se fait la caisse. Casser la gueule aux veilleurs de nuit exotiques des boîtes de nuit. Enfin, une connerie qu'évidemment on n'a jamais dit. Bon, voilà. Jamais dit ni pensé d'ailleurs. Et donc ces garçons ont cru se défendre en disant ça. Pourquoi la caisse des stations-service? ont cru se défendre en sortant ça, si bien que un beau vendredi matin, comme je vous l'indiquais, je me retrouve avec 4 ou 5 de mes amis, 4 de mes amis exactement parisiens, avec perquisition, et on se retrouve tous au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, enfin rue des Saussets, plus exactement. Et puis simultanément, à Troyes, et dans la région de Troyes, 2 militants locaux, 2 responsables locaux du PFN sont interpellés, et un troisième qui était en vacances dans la région de Megève, si je me souviens bien, et là aussi, intervention de la police avec hélicoptère et tout le tralala, et ce garçon, que nous appellerons Laurent, que j'ai eu encore au téléphone il y a quelques jours d'ailleurs, qui est resté un fidèle de notre cause, s'est retrouvé arrêté, et tout ça sous les ordres d'une juge qui s'appelait Madame Juste, Catherine Juste. Je n'hésite pas à dire son nom parce que cette dame était vraiment quelqu'un qui est indigne, à mon sens, de représenter la justice. Et cette femme a fait arrêter donc un certain nombre de gens, dont cet ami Laurent est resté 1 mois et demi, 1 mois en prison. Presque 1 mois, 3 semaines en prison, et je vous raconterai comment il est sorti après. À la suite, tout simplement, à la suite des fantasmes de cette dame qui a cru être tombée là aussi sur le complot néo-nazi du siècle. Bon. Évidemment, le soir même de nos interpellations, mes amis parisiens et moi-même sommes libérés. Et là, il y a une petite anecdote que je vais vous raconter, qui va d'ailleurs vous intéresser en tant que directeur de Présent, parce que Présent nous a rendu un service à l'époque, Présent qui était un jeune quotidien qui existait depuis 3 ans à l'époque seulement. Et en partant, vraiment, ce que je vous racontais, c'est du vécu, et on l'a jamais raconté publiquement. Je l'ai raconté dans le livre sur le PFN seulement, mais voilà, les auditeurs, les spectateurs, je vous demande de me croire, en partant, on se retrouve dans une salle, dans un bureau du ministère de l'Intérieur, et à un moment donné, hasard, on se retrouve tous les 4 seuls dans le bureau, sans surveillance. Et sur un bureau, sur une table, au milieu de cette pièce où nous étions, il y avait un dossier. Et on venait de nous rapporter dans des sacs poubelles tout ce qui avait été saisi chez nous le matin, c'est-à-dire des cahiers, alors ils avaient tout épluché, nos comptes en banque, enfin tout ça. Ils nous rendaient donc tout ce qu'ils nous avaient saisi le matin, et on avait un sac poubelle où tout était dedans, à nous après de faire le tri et de récupérer chacun ce qui lui revenait. Et là, il y avait un dossier de posé, et je revois un de mes amis, mes camarades qui étaient là, me regarder et prendre le dossier. Et le jeter dans le sac poubelle. Et on part. On quitte le ministère de l'Intérieur avec le dossier. Tu connais l'histoire ? Non. Et donc, on rentre chez l'un d'entre nous. Les voyous, les gens du PFN. 16e. Évidemment, avant même de récupérer nos affaires, on ouvre le dossier. On ouvre le dossier, et dans le dossier, il y avait une fiche de police qui était là. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Qui indiquait 2 choses suivantes. C'était le montage de la part de la police de l'enlèvement d'un écrivain très connu de l'époque, qui est décédé depuis, qui s'appelait Jean Edernalier. Il y a eu à un moment un enlèvement de Jean Edernalier, et tout était expliqué comment les flics avaient monté cette histoire et essayé de le mettre sur le dos de l'extrême droite. Et
En même temps, dans le même dossier, il y avait une deuxième fiche sur une sombre histoire de racaille qui s'était battue à Saint-Denis ou à Aubervilliers ou je ne sais où quelques jours avant. Un truc qui n'avait rien à voir avec nous, mais qui était aussi dans ce dossier. Bon. On récupère tout ça. On se dit, on va pas, monsieur, on a pris par hasard, on est désolé. Non, on va le garder. Quelques jours après, je prends contact avec un de nos amis, commun à tous, qui était, je crois que maintenant il est à la retraite, qui était journaliste à présent, à l'époque, et je lui donne je lui dis, écoute, il faut absolument que dans présent, tu publies l'information sur cette histoire de rixe entre racailles en banlieue nord de Paris. Je dis pourquoi? Je dis, écoute, il faut que tu la publies, il faut que ça se sache. Comment cette information est sortie, elle était sortie nulle part. Bref, le lendemain ou 2 jours après, dans Présent, il y a un petit article reprenant tous les arguments de la fiche de police qui était que nous avions. Il n'y a que nous qui pouvions l'avoir. Donc les flics, en lisant Présent, savaient qu'on avait le dossier. Ils se sont dû se dire, on l'a perdu, qu'est-ce qui s'est passé, où il est, En fait, ils avaient ressorti le dossier par rapport à nos... Parce qu'il y avait d'autres documents, il y avait des fiches de police, des trucs comme ça, mais des trucs sans intérêt, sur nous. Mais ils se sont dit, ils sont donc en possession du fameux dossier qui les intéressait. C'était l'affaire Eder-Lallier. Quelques jours après, je rentre... Donc c'était avant l'enlèvement, le pseudo-enlèvement d'Eder-Lallier? Non, c'est après. C'est un truc qui avait... Parce que l'enlèvement d'Eder-Lallier, ça devait être 1 an avant, je crois. Et c'était pas une enquête sur cet enlèvement? Non, c'était la fiche, comment ils avaient expliqué, ils voulaient faire un montage et tout ça. Quelques jours après, un soir, je rentre chez moi et je tombe sur ma concierge, la gardienne de mon immeuble, qui était une femme charmante, une très gentille dame, quoi, qui me dit, il y a un monsieur qui est venu vous voir, il a laissé une carte de visite, il faudrait que vous le rappeliez. Je vois la carte de visite, un commandant de gendarmerie. Le commandant de gendarmerie, c'est pas n'importe qui. J'appelle ce commandant de gendarmerie, il me dit, écoutez, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit rapidement. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, à 8h du matin, j'avais rendez-vous avec lui dans une caserne de gendarmerie de l'Ouest parisien. Et le type me dit, voilà, vous avez un document qu'on veut récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, vous avez un militant de mon parti qui est en prison. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, vous libérez le militant et vous aurez le dossier. Ils ont libéré le militant, on m'a jamais demandé le dossier. On t'a jamais demandé? On me l'a jamais demandé, mais je ne l'ai plus. Je précise que je ne l'ai plus. Je crois que je l'ai plus, mais je ne sais pas ce qui est devenu. Voilà. Donc, non, mais cette histoire... Alors, attends, je finis quand même que cette histoire a valu à un certain nombre de camarades, en particulier de Troyes, parce qu'à Paris, c'est plus... ça avait fait beaucoup de bruit dans la presse à l'époque. Il y a eu des articles dans tous les journaux, les télés, on avait fait une conférence de presse, la télé était venue, enfin bref. Et les télés, à l'époque, il y avait 2 ou 3 chaînes de télé, je ne sais plus. Bon, tout ce monde-là était venu et ça avait fait beaucoup de bruit. Et surtout, ça avait tué la réputation, là aussi, de 2 familles, au moins. Enfin, tué, non. Ça avait, enfin, en tout cas, entaché la réputation de 2 familles, voire 3 familles bien connues à Troyes. Où la presse n'était pas gênée. Je revois encore les articles de Libération, les articles pour s'acharner contre ces gens. En fait, on n'y était pour rien. C'est les 2 mecs, les 2 branleurs qui avaient fait leur larcin. On leur a jamais demandé, on les a jamais vus. D'ailleurs, d'après mes amis de Troyes, ils n'étaient même pas à la réunion en question. Ils ont inventé ça pour essayer de se dédouaner, essayer de donner une coloration, alors qu'ils n'étaient pas du tout politiques. Et cela dit, une dernière chose, en ce qui concerne l'un, peut-être même 2 d'entre eux, enfin au moins l'un d'entre eux en tout cas, ils ont été élus quelques années plus tard conseillers régionaux du Front National de Troyes. Donc ça les a pas empêchés d'être élus quelques années plus tard. Voilà. Ouais, je voulais vous raconter cette histoire parce que c'est vraiment en lisant le livre de Francis, ça m'a rappelé, et à l'époque Présent évidemment avait pris fait ses causes des minutes. On connaissait les barbouzeries de la République, mais les barbouzeries de la justice finalement. Et ça me rappelle toute cette histoire, une chose qui avait été terrible. Je me rappelle très bien au moment de l'affaire Doutreau, les avocats des gens qui avaient été mis en examen, de tout le monde dans le paquet, sortant du bureau du juge en disant « Mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. » Il ne enquête qu'à charge. Il ne plaide qu'à charge. Il ne veut rien entendre. Il écarte, il n'écoute pas. Il refuse de nous entendre. Tout argument en faveur de nos trucs, ne les intéresse pas. Ne les intéresse pas. Et c'est à charge parce que ils sont tellement persuadés. Ils ont fait leur scénario dans leur tête. Et tout ça, l'affaire Doutreau. Et ils n'en sortent pas. Il faut se rappeler aussi, puisqu'elle l'a dit au procès, la fameuse dame Badawi, quand elle avait été emmenée, menottée dans le palais de justice avec les flics.
tous les gens qu'elle croisait dans le palais de justice qui étaient là pour des raisons X ou Y, pas du tout comme un prévenu ou inculpé, il disait, des gens de la ville, donc d'Outreau, elle disait « Ah, lui, il faisait des partous, lui, il tapait mes mots, mais lui. » Alors du coup, les flics, tac, 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 ils chopaient tout le monde. Vraiment, elle les dénonçait. Allez dans leur sens. Et après, c'est fini. C'est sur tout ça. C'est pour ça que c'est un huissier, Oui, un huissier un taxi qui s'est suicidé d'ailleurs. Qui s'est suicidé, voilà. Oui. Il y a eu un curé, il y a eu deux frères. Enfin, Ça, tout le monde. Ils ont. Il n'y a pas de curé, non. Je sais, mais je crois. Non, mais enfin, je veux dire. Si, je crois qu'il y a un curé. Heureusement, il y a eu aussi. des affaires de Mais pédophilie. le problème et la presse a surenchéri. Ouais. C'est là aussi où la presse est terrible. C'est là où elle fait pas son toute job. cette presse, elle dit une histoire de pédophile, ça ne peut être que une histoire de bourgeois. C'est les bourgeois qui font des partouzes avec les enfants et tout. Forcément, c'est les vieux fantasmes. Ouais, mais de c'était trucs. l'histoire de Et Bruant quand, en Artois. oui, de Bruant en Artois, Artois, voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire voilà. que c'est toujours ces vieilles ficelles qui sont reprises dans l'inconscient des journalistes et tout. Et alors, les bourgeois d'Outreau, c'était quand même... c'est des professions tout à fait honorables, mais on ne parle pas de bourgeois quand on est chauffeur de taxi, huissier encore, c'est le seul qui pouvait passer. Mais il y avait un boulanger, il y avait des commerçants. Mes amis, Donc, l'heure avance. En fait, rien ne change avec la justice, L'heure avance. malheureusement. Et Francis, alors aujourd'hui, en quelques mots, parce qu'on y reste que quelques minutes à peine, en quelques mots, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette affaire et que sont devenus l'affaire est complètement terminée, mais enfin, ils ont tous 20 ans de plus. Et c'est là où je dirais un ultime juge d'instruction a repris tous les dossiers, un jeune juge d'instruction a repris tous les dossiets, a tout analysé et a dit mais c'est complètement creux cette affaire, il n'y a rien. Il y a des juges tout le monde a été mis, l'affaire et c'est ça que j'ai lu un jour dans la Nouvelle République, que les dernières personnes encore en examen 20 ans plus tard, ont toutes été... je suis persuadé qu'à Châteauroux, il y a toujours des gens qui se disent oui, mais peut-être qu'on ne sait pas. Et vous pensiez que l'affaire était close depuis longtemps? Moi, oui, parce que... Oui, moi, après, j'ai revu les gens qui étaient quand même en liberté. Alors, ils me disaient, mais j'ai pas le droit d'aller... j'habite Brive, mais j'ai pas le droit d'aller à Châteauroux. Ah ouais. Des machins comme ça. Pendant 20 ans, ils n'ont pas pu retourner dans la ville. Après, il y a eu des espèces d'aménagement, etc. Mais en plus, ils ont tous fait des carrières, ils sont tous mariés, ils ont tous eu des enfants, ils ont tous 20 ans de plus, ils ont éventuellement... Mais ça les a suivis pendant 20 ans, cette histoire. Oui, parce que quand on y met en examen, il y a quand même des choses... Ce que je voulais dire, peut-être ça, c'est la dernière chose, c'est que ce ne sont pas des affaires isolées, on l'a dit, et vous en avez donné un très bon exemple sur 3, mais ça peut aussi concerner des gens de gauche. Je pense par exemple à l'affaire du Tarnac. L'affaire du Tarnac, c'est la même affaire du Paris-Limoges et de l'attentat terroriste, puisque ça a été les premiers à être mis en cause. Interpellés. C'était bidon. C'était bidon cette épreuve. Il y a eu... Surtout avec aucune preuve. On les a mis ils étaient d'extrême gauche. C'est la même affaire. Les Irlandais de Vincennes, c'est complètement bidon. Et c'est même une opération policière. On le sait maintenant qu'ils ont rajouté des armes. La différence entre cette affaire et même la vôtre que vous citiez et Tarnac ou Irlandais de Vincennes, c'est que dans le cas des Tarnac et des Irlandais de Vincennes, les pseudo-terroristes ont été soutenus par la presse de gauche. Le Monde, Libération, les France Inter, France Info, tous ces machins. Ils ont tous dit mais non, il n'y a pas de preuves, c'est insuffisant, c'est un scandale, etc. Mais quand c'est les malheureux petits gars de Châteauroux, des fils d'ouvriers, des ouvriers, etc., quand c'est les petits jeunes de Troyes, il n'y a personne pour les défendre. Il y avait Présent et Minute à l'époque. Et du coup, c'est un boulevard pour les gens qui ne font pas bien leur boulot. Voilà, c'est ça. Chers amis, Francis, on pourrait parler très longuement de cette histoire, de ces histoires. Il y en a bien d'autres dont on aurait pu parler. Une seule chose, lisez, faites lire, diffusez au maximum ce livre, Le complot, donc Histoire secrète des prétendus néo-nazis de Châteauroux, de 2001 à 2021. C'est vraiment un livre qu'il faut lire et surtout qu'il faut diffuser au maximum. C'est dommage que l'éditeur l'ait pas fait gratuitement en tract. Il aurait pu le diffuser largement. Non, je plaisante. Mais Présent est revenu sur toute cette histoire. Alors on peut se le procurer auprès de Présent, qui a une librairie maintenant, bien sûr, ou sur le site de France Phi, sur les éditions du Alpha, mais le site c'est www.francephi.com. Ou Synthèse Nationale, ou sur Synthèse Édition, également. Synthèse Édition, on peut le trouver, bien sûr. Puis dans toutes les bonnes librairies. Je voulais dire aussi que c'est ou dans toutes les librairies d'ailleurs, puisque du Alpha est disponible dans toutes les librairies qui le demandent. Pour 18 €. Je voulais dire aussi que c'est un livre que j'ai voulu être une sorte d'hommage à Paul Thor, justement, et à ceux qui sont restés debout
quand tout le monde leur crachait dessus. Il y a quand même un et espoir quand tout le monde qu'ils obtiennent des démontrait dommages et Chers intérêts. amis, Oui. chers amis, saluons ces camarades et nous nous retrouverons pour une prochaine émission, parce que l'heure, voilà, c'est terminé. Donc, pour une prochaine émission dans 15 jours. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Francis. À Au bientôt. revoir.